rien n'empêche de dire voilà l'objet d'étude de la philosophie, parce que de toute manière, vous le savez très bien, lorsque la philosophie est un discours, c'est un discours total. Si la philosophie est une pensée, c'est une pensée de la totalité. Ce qui signifie quoi? Que la philosophie, elle est une tentative de compréhension, mais de tous les aspects, de toutes les dimensions et de toutes les manifestations de l'existence. Et à partir du moment où la philosophie est un discours englobant, qui ne laisse en dehors de lui-même aucun aspect du réel, il va de soi que la première raison qui fait qu'on ne peut pas dire ce qu'est la philosophie, c'est que contrairement à ces disciplines particulières, elle n'a pas d'objet d'étude spécifique. Et lorsque mes collègues vous ont déjà dit que la première raison faisant qu'on ne peut pas définir la philosophie, c'est qu'elle n'a pas d'objet d'étude spécifique, cela signifie quoi? Que lorsque par exemple je demanderais à celui qui est en face de moi quel est l'objet d'étude de la philosophie, il pourrait me dire la philosophie réfléchit sur la vie. Son voisin pourrait me dire la philosophie est une réflexion sur la mort, que toutes les deux réponses seraient bonnes. Cela veut donc dire quoi? Que la particularité de la philosophie en tant que discours, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on ne peut pas lui assigner un objet d'étude propre, et donc elle s'intéresse à tout ce que l'homme fait, à toutes les dimensions, à toutes les manifestations de l'existence. Je parle, qu'est-ce que le langage? Quelqu'un vient au monde, qu'est-ce que la vie? Quelqu'un en sort, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la guerre? Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que la littérature? Bref, à partir du moment où la philosophie n'a pas un objet, mais plusieurs et même une infinité d'objets d'étude, personne ne peut dire où commence et où s'arrête la philosophie. À cette première raison, retenez-la bien, l'absence d'objet d'étude spécifique. Il y aura une deuxième raison que nous allons chercher chez le philosophe allemand du siècle des Lumières, philosophe de l'éducation par excellence, et qui n'est autre que Emmanuel Kant. Parce que certains d'entre vous se souviennent du fait que lorsque un de ses étudiants s'en quitte à lui demander mais écoutez professeur, nous venons de dérouler 2 mois d'enseignement de philosophie et l'heure est venue de répondre à une question à laquelle nous n'avons pas répondu, c'est la question mais qu'est-ce que la philosophie? Et lorsque cet étudiant interpella Emmanuel Kant en lui disant mais professeur, il y a 2 mois que nous parlons de philosophie et pourtant nous n'avons pas dit ce qu'elle est, la réponse d'Emmanuel Kant fut célèbre. Il lui dit de manière assez drôle mais jeune homme, ne me demande pas qu'est-ce que la philosophie, c'est moi qui ai envie de te demander où est la philosophie. Elle n'existe pas, la philosophie. Mais lorsque Kant disait à cet étudiant-là où est la philosophie, elle n'existe pas, c'était une façon de dire quoi? Si vous entendez par philosophie un seul et unique système, eh bien sous cette forme-là, la philosophie n'existe pas. Emmanuel Kant était en train au fond de dire quoi en réalité? Que la deuxième raison fondamentale pour laquelle on ne peut pas dire ce qu'est la philosophie, c'est que dans la réalité, elle ne se conjugue pas au singulier, mais elle se conjugue au pluriel. Ou en termes simples, il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies. Et vous êtes d'accord avec Emmanuel Kant que s'il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies, nous n'aurons pas logiquement une définition, mais plusieurs tentatives de définition de la philosophie. À cette deuxième raison, la première, l'absence d'objet d'étude propre. La deuxième, la pluralité des systèmes. En restant chez Emmanuel Kant, la troisième et la plus importante, il dit, elle est liée au fait que, contrairement par exemple à la science, vous le savez, gouvernée par l'accord, gouvernée par le consensus et même par l'unanimité, la philosophie au contraire, elle est marquée par quoi? Par la divergence, par la controverse, par la querelle entre les systèmes, faisant qu'en philosophie et en philosophie seulement, les systèmes se construisent mais en se détruisant. Donc Emmanuel Kant était en train de dire que la troisième raison la plus essentielle, c'est que la philosophie elle est marquée par la non-convergence des points de vue, faisant quoi? Que les philosophes eux-mêmes sont dans l'impossibilité mais de s'accorder sur ce qu'est la philosophie. Et à partir du moment où les philosophes sont eux-mêmes dans l'impossibilité de s'accorder sur ce qu'est la philosophie, la conséquence c'est quoi? C'est que les philosophes, ou chaque philosophe,
produira une définition de la philosophie selon l'orientation de son pensée, de sa pensée plutôt, ou bien selon sa propre vision du monde. Et vous êtes d'accord avec moi qu'à partir de ce moment, nous aurons, j'ai dit presque, autant de tentatives de définition de la philosophie que d'auteurs ou bien simplement que de systèmes philosophiques. Vous en avez une illustration. Et le plus souvent, ces définitions-là, elles sont totalement contradictoires. Allons chez Platon, qui est familier à vos professeurs et qui par conséquent vous sont familiers également. Lorsqu'on poserait à Platon la question « Qu'est-ce que philosopher ?» Je le prends parce que c'est l'exemple le plus célèbre. Qu'est-ce que philosopher? Si je tendais le micro, je l'espère, à n'importe lequel d'entre vous, il me dirait que chez Platon, l'acte de philosopher n'est rien d'autre qu'un apprentissage de la mort. Mais là où Platon, à la question « Qu'est-ce que philosopher ?» répondrait en disant que philosopher, c'est apprendre à mourir. Vous posez la même question à celui que j'ai l'habitude d'appeler, entre guillemets, une sorte de saïsaï de la pensée, Nietzsche. Il vous dira, mais Platon, c'est un marabout ou un prêtre égaré dans la philosophie, il faut le chasser de la philosophie. Quelle est cette idée que l'homme doit tourner le dos au plaisir du corps, il doit tourner le dos à la vie pour vivre dans la méditation et dans la réflexion? Nietzsche dit, Platon, c'est sans doute le plus grand menteur de l'histoire des idées, parce que philosopher, ce n'est pas apprendre à mourir, j'ouvre les guillemets, c'est adorer inconditionnellement la vie. Quel rapport y a-t-il entre ces deux définitions? L'une de Platon nous demandant de réprimer notre corps, de tourner le dos au plaisir du monde pour passer notre temps à méditer et à réfléchir, et l'autre celle de Nietzsche qui dit au contraire, le philosophe, il doit mordre dans la vie à pleines dents. Vous êtes d'accord avec moi que c'est des définitions totalement opposées? Quelle serait la bonne définition? Quelle serait la mauvaise définition? Vous savez très bien que c'est par excellence la question qu'on ne doit jamais se poser. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise définition. Chaque définition, je vous l'ai dit au départ, exprime une position, une manière de voir le monde, mais qui est propre à un auteur. Vous vous rappelez la belle métaphore d'Emmanuel Kant pour montrer la contradiction qui gouverne les rapports entre philosophes. À quoi comparait-il l'histoire de la philosophie Emmanuel Kant? À cette sorte d'arène où des gladiateurs se livrent à des combats sans merci et au terme desquels il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Et lorsque de manière imagée, Emmanuel Kant assimile le champ de la philosophie à une sorte d'immense champ de bataille où s'affrontent des théories opposées, il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de bonne définition, il n'y a pas de mauvaise définition. Encore une fois, chaque auteur définira la philosophie de façon personnelle. Et c'est pourquoi donc, je vais très vite mes amis, ces trois arguments, l'absence d'objet d'étude propre, la pluralité des systèmes, la non-convergence des points de vue, se réduisent à un seul et unique élément important, lequel met la dimension de profonde personnalité de la philosophie. Parce que c'est cet aspect de profonde personnalité qui fait que, encore une fois, nous avons plusieurs définitions, mais selon la perspective de l'auteur dont il s'agit. Et cette dimension personnelle de la philosophie, si je devais trouver en illustration, mais j'irai la chercher chez celui que j'ai convoqué tout à l'heure, c'est-à-dire Nietzsche. À la fin d'une de ses conférences, un garçon est tellement séduit, tellement émerveillé par le discours de Nietzsche qu'il se met à courir derrière lui en lui disant « Mais je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple. » Et le garçon ajoute « Je veux surtout que tu me montres le chemin pour bien philosopher. » Et lorsqu'à la troisième interpellation, le garçon lui dit « Mais je veux que tu sois mon maître et que moi, je sois ton disciple et que surtout, tu me montres le chemin pour bien philosopher. » Pour lui montrer l'aspect personnel de l'activité philosophique, Nietzsche lui dit « Mais jeune homme, en me demandant d'être ton maître et que tu sois mon disciple, tu n'as rien compris à mon enseignement. Parce que moi, dès le départ, je me suis défini comme philosophe. Et en tant que philosophe, j'écris avec mon sang, S-A-N-G. » Et Nietzsche dit « Ceux qui écrivent avec leur sang, ils ne peuvent pas et ne doivent pas être imités. Jeune homme, tu me demandes d'être ton maître et que tu sois mon disciple. Qu'est-ce que tu fais de la plus belle leçon de la pédagogie? À savoir que mais ce n'est jamais rendre service à son maître que de continuer à être son disciple. » Une manière pour nous de lui dire quoi? C'est et c'est pourquoi il dit ce n'est pas rendre service à son maître que de continuer éternellement à être son disciple. Il dit garçon,
est-ce que tu connais le plus grand service que tu peux me rendre? Le garçon lui dit non. Il lui dit, le plus grand service que tu peux me rendre, c'est de me tuer. Mais vous l'avez compris, non pas en me logeant une balle dans la tête. Quand il dit, le plus grand service que tu peux me rendre, c'est de me tuer, ça veut dire quoi? De me contester. Quand tu vas me contester, tu vas me détruire. Quand tu vas me détruire, tu vas me tuer. Mais je vais renaître en toi sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. Il dit au garçon, tu me demandes véritablement de te montrer le chemin pour bien philosopher. Nietzsche dit, écoute bien ce que je vais te dire, je montre. En philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer. Et lorsque Nietzsche dit, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer, vous l'avez compris, c'était une façon de dire au garçon, tu ne deviendras jamais philosophe en répétant après moi ce que dit et ce que j'ai dit et écrit, mais que encore une fois, tu ne deviendras philosophe que par une contestation radicale de ce que j'ai déjà établi. Une manière pour nous d'enseigner quoi? Que la philosophie, de toute manière, elle est l'affaire personnelle du philosophe. Maintenant, ces trois arguments se ramenant à l'aspect de profonde personnalité de la philosophie, nous amènent, il l'a suggéré également, à quelle conclusion? Mais à la conclusion qu'on ne pourra jamais assigner à la philosophie une définition qui puisse être unanime et universelle. Et cette conclusion à laquelle nous venons de parvenir, à savoir que la philosophie, elle est rebelle à toute forme de capturation définitionnelle, et qu'en tant que telle, elle n'admet pas de définition unanime et universelle, nous permet de franchir une seconde étape par laquelle nous allons emprunter ce que Mamoussé Diagne avait l'habitude d'appeler la ligne oblique. La ligne oblique, c'est quoi? À partir du moment où nous sommes dans l'impossibilité de dire ce qu'est la philosophie, on va tenter de dire ce que n'est pas la philosophie, et quand nous aurons dit ce que n'est pas la philosophie, nous aurons une idée de ce qu'elle peut bien être. Donc, première étape, mes amis, tenez bien le fil conducteur. À la question qu'est-ce que la philosophie, la conclusion, elle n'admet pas de définition unanime et universelle, car elle se veut rebelle à toute forme de capturation définitionnelle. Deuxième étape, Sophia, très bien, que l'on traduit par deux termes. Chez les anciens, Sophia désigne non seulement la sagesse, mais également le savoir. Et donc, étymologiquement, la philosophie désignerait quoi? L'amour du savoir, mais également l'amour de la sagesse. Et à partir du moment où vous avez dit que étymologiquement, la philosophie est l'amour du savoir, l'amour de la sagesse, en même temps, mais vous avez dit ce que n'est pas la philosophie. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord avec moi que le terme le plus important dans ce groupe nominal, ce n'est pas savoir, ce n'est pas sagesse, mais c'est le mot d'amour. Parce que vous savez très bien que là où il y a amour, il y a vide. Là où il y a amour, il y a manque. Là où il y a amour, il y a absence. C'est Platon qui le dit et c'est une évidence. En règle générale, on ne peut pas désirer ou aimer ce que l'on a. Généralement, on ne peut aimer que ce que l'on n'a pas. Et à partir du moment où la philosophie, elle est donc amour du savoir, amour de la sagesse, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Elle n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. Et dans la mesure où la philosophie n'est ni la possession du savoir, ni la possession de la sagesse, ça veut dire quoi? Le philosophe n'est ni celui qui sait, ni simplement celui qui est sage, mais il est celui qui est désireux de savoir, celui qui est désireux d'être sage. Et cela est réglé, rappelez-vous, par celui qui est considéré comme le père de la philosophie occidentale, Socrate, vous vous en souvenez? C'est Socrate qui enseignait quoi? Que philosopher, dès le départ, revenait à reconnaître sa pauvreté en matière de connaissance. Et lorsque Socrate enseignait très clairement que philosopher, c'est reconnaître dès le départ sa pauvreté en matière de connaissance, cela est confirmé donc par l'approche étymologique, montrant quoi? Que le philosophe, il tend vers le savoir, il tend vers la sagesse, mais il ne s'installe jamais de manière définitive, ni dans ce savoir, ni dans cette sagesse. Vous vous rappelez du travail de Socrate? Quand bien même on vous a dit qu'il est le père de la philosophie occidentale, mais vous savez très bien que Socrate n'a rien écrit. Vos professeurs vous l'ont déjà dit. Vous ne verrez pas parcourir toutes les bibliothèques du monde et vous ne verrez jamais un livre, mais ayant pour auteur Socrate. Donc Socrate, on raconte quoi?
qu'il marchait pieds nus dans les rues d'Athènes, capitale de la Grèce antique, et cherchait un prétexte à s'approcher de jeunes gens pour se livrer à cette activité qui s'appelle la philosophie. Et donc, ce que nous savons de Socrate, c'est ce qui nous a été enseigné de lui par ses disciples, tels qu'Aristophane, tels que Xénophon, tels qu'Aristote, mais le plus célèbre des disciples de Socrate, c'est bien sûr Platon. Et qu'est-ce que Socrate lui-même nous enseignait, vous vous en souvenez? Quand il marchait dans les rues d'Athènes, comme sa réputation avait franchi toutes les contrées de la Grèce, les gens le désignaient dans la rue en disant « Mais machallah, voilà le vieux dont on nous parle qui a une tête pleine à craquer. C'est l'homme célèbre dont on nous parle et qui s'appelle Socrate. » Et quand les gens le regardaient de façon aussi drôle dans la rue, il s'arrêtait, il souriait, il leur disait « Mais vous vous trompez. La différence entre vous et moi, Socrate, ce n'est pas que moi, Socrate, ma tête soit pleine et que vous, votre tête soit vide. » Socrate s'amusait à leur dire, la différence c'est quoi? C'est que vous, non seulement vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Et celui qui croit savoir s'interdit définitivement de savoir. Alors que moi, Socrate, non seulement je ne sais pas, mais au moins... Non seulement je ne sais pas, mais au moins je sais que je ne sais pas. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend à la quête du savoir, il se rend à la quête de la sagesse. C'était déjà une manière proprement socratique de montrer qu'on ne peut philosopher qu'à deux conditions. Quelles sont les deux conditions auxquelles on peut philosopher? Vous le savez déjà, c'est être ignorant, mais ensuite être conscient, mais de son ignorance. Et dans tous les dialogues de Platon, le travail de Socrate, dans tous les 35 dialogues où Socrate est le personnage principal, l'objectif de ce dialogue, c'est de vous montrer que vous croyez savoir alors qu'en réalité, vous ne savez absolument rien. Quel dialogue je vais prendre? Le dialogue que j'aime le mieux, celui qui porte sur le beau et qui s'appelle simplement l'Hippias. Dans l'Hippias, quel est le prétexte? Socrate, comme à son habitude, c'est Platon qui le raconte, il se réveille vers 4h, 5h du matin et il marche en direction de la mer. Il entend des éclats de voix et il se rend compte que c'est des jeunes gens sans doute qui en sont en train de se livrer à quelque activité sportive. Socrate, je vous ai dit, il avait soif de philosophie. Mais la philosophie n'était pas enseignée, comme c'est le cas aujourd'hui, dans les écoles et dans l'université. Et donc, là où la philosophie n'était pas enseignée de façon formelle, Socrate, il marchait dans les rues et cherchait n'importe quel prétexte pour se livrer à cette activité qui s'appelle philosophie. Et ce matin-là, quand il s'approche, il se rend compte que les jeunes gens sont très excités. Il leur dit, mes jeunes gens, de si bon matin, à 3 km d'ici, on entend les éclats de vos voix. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Et lorsque je m'approche de vous, je me rends compte que vous êtes très énervés et que si on y prête attention, vous risquez d'en venir aux mains et de vous battre les uns contre les autres. Qu'en est-il de cette situation? Mais naturellement, lorsque une personne d'un certain âge s'approche et veut se mêler de la conversation de jeunes gens, ils sont un peu gênés. Mais quand Socrate insiste, le garçon qui donne son titre au dialogue d'ailleurs, Hippias, en se grattant la tête, il dit Socrate, vous voyez cette jeune fille là-bas? Socrate dit oui, de l'autre côté du fleuve, en effet, j'aperçois une fille en train de s'éloigner. Qu'en est-il d'elle? Socrate lui dit, mais le garçon lui dit, elle venait de passer devant nous quoi. Certains prétendaient qu'elle était très belle, d'autres prétendaient qu'elle était très laide, et c'est ainsi que les choses ont dégénéré. Vos professeurs vous ont parlé de l'ironie socratique. Il va éclater de rire en leur disant, mes jeunes gens, je suis l'homme le plus heureux et le plus gâté au monde ce matin-là. Et les gens lui disent, mais pourquoi seriez-vous l'homme le plus heureux? Il dit, mais je suis en face de jeunes gens qui sont prêts à se battre sur la question de savoir la jeune fille est-elle belle ou bien la jeune fille est-elle laide. Ça veut dire quoi? J'ai forcément en face de moi des experts en matière de beauté. Parce que Socrate leur dit, admettez quand même que pour être sur le point de se battre sur la question de savoir elle est belle, elle est laide, vous devez être des experts en matière de beauté et vous devez vraiment et assurément posséder la science du beau. Pourtant, il y a une façon simple de vous départager. Mais comme les gens avaient entendu parler de Socrate, ce vieillard qui passe son temps à poser des questions qui nous plongent dans l'embarras, lorsqu'il leur dit, il y a une façon simple de vous départager, ils s'écrient tous, quelle est cette façon de nous départager? Il dit, calmez-vous. Vous voulez savoir elle est belle, vous voulez savoir elle est laide, vous n'avez pas besoin d'en venir aux mains. Répondez à la bonne question et l'affaire est réglée.
Les gens le regardent de façon curieuse. Mais quelle est cette bonne question? Il dit, calmez-vous jeunes gens, ne m'agressez pas. La seule façon de répondre, de régler ce différend-là, c'est de répondre à la bonne question. Pour savoir elle est belle, elle est laide, répondez à la question, mais qu'est-ce que le beau? Et lorsque vous aurez énuméré les critères du beau, la fille y ressemble, elle est belle, elle n'y ressemble pas, elle est laide et l'affaire est réglée. Mais comme ces jeunes gens-là sont ces ignorants dont on a parlé, ces ignorants de leur propre ignorance, ils commencent par se moquer de Socrate. Ouais, ne nous emmerde pas. On a entendu dire que tu es ce vieillard-là posant des questions bêtes. Comment tu peux demander qu'est-ce que le beau? Toi-même, tu connais la réponse à la question. Qu'est-ce que le beau? Socrate dit, jeunes gens, calmez-vous. Si je connaissais la réponse à cette question, je ne vous l'aurais pas posée. Contentez-vous de répondre à la question, qu'est-ce que le beau? C'est Hippias qui surgit en disant, mais Socrate, le beau, c'est un beau coucher de soleil, le beau c'est un beau cheval, le beau c'est une belle marmite, le beau c'est une belle chemise. Et naturellement Socrate déclare de rire en disant, mais c'est le plus monumental hors sujet que j'ai jamais entendu. Pourquoi c'est le plus monumental hors sujet que j'ai jamais entendu? Socrate lui dit, mais Hippias, dis donc, moi je t'ai posé une question simple et claire. Qu'est-ce que le beau? Tu me parles d'un beau coucher de soleil, d'un beau cheval, d'une belle chemise, d'une belle marmite. Tu es en train de répondre à quelle question? Tu es en train de répondre à la question, qu'est-ce qui est beau? Parce que oui, c'est facile de répondre à la question, qu'est-ce qui est beau? Je regarde autour de moi, je saisis n'importe quel objet et je dis, voilà ce qui est beau. Mais ma question n'est pas qu'est-ce qui est beau, mais ma question c'est qu'est-ce que le beau? Parce que le beau c'est ce par quoi les choses belles sont belles. Mais même si les choses belles ne sont belles que par rapport au beau, ce n'est pas en me donnant 1 million d'exemples de choses belles que tu répondras à la question qu'est-ce que le beau? Bon, pour résumer, le garçon à la fin, il est embarrassé et il dit, mais Socrate, oui, vous avez raison. Je me rends compte que je suis dans l'impossibilité de dire ce qu'est le beau parce que je confonds gravement ce qui est beau avec le beau lui-même. Alors, Socrate, aide-moi à répondre à la question. Et vous imaginez la réponse de Socrate, lui disant, jeune homme, je me trahirais si je répondais à cette question. Parce que contrairement à toi qui croyais savoir, moi, dès le départ, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mon travail est terminé à partir du moment où je t'ai amené toi-même à te rendre compte du fait que tu croyais savoir alors que tu ne sais absolument rien. Et Socrate de se comparer à sa mère. Vous connaissez la mère de Socrate? Elle s'appelle Phénarète. Quel était son métier? Dans l'Antiquité, on disait accoucheuse. Aujourd'hui, on dirait sage-femme. Et Socrate se comparait à sa mère en disant, maman, toi sage-femme, tu es médecin, mais également moi, Socrate, ton fils, même en tant que philosophe, mais je suis également médecin. Et sa maman lui disait, mais mon fils Socrate, tu dois être un drôle de médecin. Un médecin sans médicaments, sans blouse, sans ordonnance. Socrate lui dit, je n'en ai pas besoin parce qu'à la différence de toi, toi tu aides les femmes en travail à se libérer. Donc toi tu es médecin des corps. Alors que moi, ton fils docteur Socrate, entre guillemets, je ne suis pas médecin des corps, mais médecin des âmes et des esprits. Et quand sa mère lui dit, mais Socrate, un médecin quand même, il guérit des maladies. Il dit, oui maman, je guéris la plus terrible des maladies. Quelle est la plus terrible des maladies? Socrate répond en disant, c'est la cécité, le fait d'être aveugle, mais non pas oculaire, mais la cécité intellectuelle. Parce que Socrate dit, il y a deux types d'aveugles. Il y a un aveugle qui se sait aveugle et qui est d'accord. S'il est à Dakar, Bob, opération de la cataracte, je ne sais pas moi, l'affaire est réglée. Mais Socrate dit, il y a un autre aveugle pour qui la nuit risque d'être éternelle. C'est cet aveugle-là, non seulement qui ne voit pas, mais qui prend les ombres qui dansent dans sa tête pour la réalité elle-même. C'est à cet aveugle-là que par le biais de la maïeutique, je propose une chirurgie par laquelle il va se libérer de son faux savoir, de sa fausse certitude et de ses fausses prétentions. Et tout cela donc nous amène à la conclusion que dans cette deuxième étape, la philosophie en tant que telle, elle n'est pas un savoir. La philosophie en tant que telle, elle n'est pas un ensemble de connaissances. Et cette idée-là, à savoir que la philosophie n'est pas un ensemble de connaissances, qu'elle est plus un exercice de la raison qu'une accumulation de savoir, vous en trouvez 1000 illustrations. La première, on pourra la chercher chez quelqu'un qui s'appelle Vladimir Grégoriev. Il dit, je le cite, le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne possède pas la vérité.
Celle-ci n'étant pas un savoir transmissible, c'est réglé en termes plus familiers à vous, avec Emmanuel Kant disant très bien qu'on n'apprend pas la philosophie, mais qu'on ne peut apprendre qu'à philosopher. Cette troisième étape nous permet d'en franchir et de nous dire, mes amis, à partir du moment où la philosophie n'est pas un savoir, à partir du moment où le philosophe lui-même n'est pas celui qui sait comment va se présenter l'activité philosophique, et c'est la troisième étape que nous allons franchir. Si la philosophie n'est pas un savoir, elle sera fondamentalement activité de réflexion, activité de remise en question. Troisième étape. Je rappelle les deux étapes que nous venons de franchir précédemment pour que vous teniez le fil conducteur jusqu'à la fin de mon discours. Première étape, qu'est-ce que la philosophie? Conclusion, pas de définition unanime et universelle pour les trois raisons que nous avons énumérées. Deuxième étape, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Nous venons de dire, elle n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. Troisième étape, si la philosophie n'est pas un savoir, comment peut-elle se présenter? Je viens de répondre, elle ne sera que activité de réflexion critique, activité de remise en question. Je commence par l'aspect réflexion. Si j'avais un tableau derrière moi, j'aurais volontiers éclaté l'orthographe de réflexion pour mettre RE-flexion. Une manière de faire comprendre aux brillants littéraires que vous êtes, en disant RE-flexion, une manière de faire comprendre, je disais aux brillants et brillantes littéraires que vous êtes, que la réflexion va désigner quoi? Que la réflexion va désigner quoi? Un mouvement, mais un mouvement de retour de l'esprit sur lui-même. Et si au sens propre, la réflexion désigne un mouvement de retour de l'esprit sur lui-même, ça veut dire clairement quoi? Que lorsque nous commençons à philosopher, nous décidons de nous arrêter. De nous arrêter, ça veut dire quoi? Pour faire le bilan, pour faire l'évaluation, pour faire l'examen critique. Bilan, évaluation, examen critique de quoi? Mais de l'ensemble de nos connaissances antérieures. Et certains d'entre vous auraient sans doute envie de me demander, mais pourquoi le philosophe éprouve-t-il le besoin ou la nécessité de procéder au bilan, à l'évaluation, à l'examen critique de l'ensemble de ses connaissances antérieures? Il vous répondra, le philosophe, en vous disant, mais parce que toutes ces idées, toutes ces opinions, toutes ces croyances, toutes ces vérités, toutes ces valeurs, toutes ces traditions, généralement, elles m'ont été transmises, elles m'ont été inculquées, j'ai envie de dire même, elles m'ont été imposées alors que mon esprit n'avait pas encore la maturité intellectuelle nécessaire. Le philosophe anglais qu'aiment bien vos professeurs, Bertrand Russell, il dirait, ce bilan est nécessaire, cette évaluation critique de tout mon passé intellectuel est nécessaire. Pourquoi? Russell dit, parce que toutes ces idées et ces opinions, elles m'ont été transmises, j'ouvre les guillemets, sans le consentement ni la coopération de la raison. Et lorsque Bertrand Russell dit que toutes les idées et opinions qui sont en moi, avant que je ne commence à philosopher, elles se sont installées en moi, j'ouvre les guillemets encore une fois, sans le consentement ni la coopération de la raison, ça veut dire quoi? C'est des idées auxquelles j'ai adhéré, que j'ai acceptées comme telles, comme vérité absolue, encore une fois, sans les avoir soumis au préalable à la réflexion critique et à l'examen de ma propre raison. Voilà, ça me gagne. Messieurs, et c'est pourquoi donc, en définissant la philosophie comme réflexion critique, je vous ai dit, cela signifie quoi? Le philosophe, il éprouve le besoin
de soumettre à la réflexion et à l'analyse critique de sa raison, mais tout ce qui relève de son passé intellectuel. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'avant que nous commencions à philosopher, notre esprit n'est pas vide. En vous comme en moi, comme en tout le monde, il y a déjà des idées, des croyances, des opinions, des valeurs et des traditions. Et le philosophe, il se dit que tout ce passé intellectuel, malheureusement, est très souvent un passé d'erreur. Et lorsque vous demanderez au philosophe, mais pourquoi mon passé intellectuel est très souvent un passé d'erreur, il vous répondra en disant, mais parce que ce passé intellectuel est un passé d'idées toutes faites. Des idées toutes faites, c'est comme des sortes de feuilles intellectuelles. Ça veut dire quoi? Des idées à l'élaboration desquelles moi-même je n'ai pas pleinement participé. C'est pourquoi le philosophe il dit, si mon passé intellectuel est un passé d'erreur, c'est parce que c'est un passé d'idées toutes faites. Et le philosophe dit, les idées toutes faites, elles sont toujours mal faites. Et comme elles sont toujours mal faites, il faut les détruire. Et les ayant détruites, on les reconstruit, mais de façon rationnelle. Et c'est pourquoi donc, philosopher, c'est commencer par faire table rase. Faire table rase, ça veut dire quoi? Par considérer que tout ce qu'on m'avait appris était faux et décider de le reconstruire, mais de façon rationnelle. C'est déjà le travail de Jacqueline Russe. Le russe ne prend pas E à la fin. Jacqueline Russe, philosophe française. Russe RU2S. Pour illustrer la nécessité pour le philosophe de s'arrêter et de procéder à cette sorte de toilettage ou de nettoyage mental et intellectuel, qu'est-ce qu'elle dit, Jacqueline Russe? Je la cite. Recevoir le baptême philosophique, que mes cousins Paul ne pensent pas que de l'ingénieur pour être philosophe. Hein? Quand elle dit recevoir le baptême philosophique, ça veut dire commencer à philosopher. Elle dit donc recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois, c'est repartir de zéro. Lorsque vous l'entendez bien, disant Jacqueline Russe, je cite une dernière fois, recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois, c'est repartir de zéro. C'est quelle renaissance? Il ne s'agit pas d'une renaissance biologique, mais il s'agit d'une renaissance intellectuelle. Et quand elle dit c'est repartir de zéro, ça veut dire simplement tout effacer et tout reconstruire, mais par le biais de la raison. Ce qui montre quoi? Que la philosophie, en tant qu'activité de réflexion, elle repose sur un double mouvement. Un mouvement de destruction, mais de reconstruction. Un mouvement de critique, mais également d'argumentation. Avant Jacqueline Russe, bien avant elle, René Descartes. Même si c'est vrai que Descartes parle un français du XVIe siècle, très proche du latin. Qu'est-ce qu'il dit? Je le cite. Quand il commence à philosopher, il dit « Je pris un jour l'entière résolution », ça veut dire la ferme décision. Écoutez bien Descartes. « Je pris un jour l'entière résolution de rejeter comme fausses toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance. Mais après avoir dit, je pris un jour l'entière résolution de rejeter comme fausses toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance, il ajoute, afin d'en remettre d'autres meilleures, ou bien les mêmes, mais lorsque je les aurais ajustées au niveau de ma raison. Fin de citation. Et lorsque Descartes dit, afin d'en remettre d'autres meilleures, ou bien les mêmes, lorsque je les aurais ajustées au niveau de ma raison, c'est une façon pour Descartes de dire quoi? Parmi ces idées et ces opinions, il y en a qui sont bonnes, je les garde, celles qui sont mauvaises, je les rejette et je les remplace par d'autres meilleures. Le premier niveau, rejet comme fausse. Le deuxième niveau, ajuster simplement au niveau de ma raison. Vous trouverez l'illustration également de cette rationalité profonde de la philosophie, retombant sur ce double mouvement de destruction, de reconstruction, de critique et d'argumentation. Vous trouvez ça chez quelqu'un beaucoup plus moderne qui s'appelle Roger Paul Droit. Il est journaliste écrivain. Les dimanches, il anime sur la chaîne franco-allemande Arte une émission qui s'appelle Café Philo. C'est à partir de 10h avec Raphaël Enthoven. Roger Paul Droit, dans un ouvrage qui s'appelle La Compagnie des philosophes, publié chez Odile Jacob en 2008. Les premières phrases sont tellement belles qu'elles se sont imprimées en ma mémoire à peine je les ai lues.
Que dit Roger Paul Droit pour illustrer ce double mouvement et cette rationalité profonde de la philosophie? Je le cite. Roger Paul Droit, mais le pôle c'est pas P-A-U, c'est P-O-L, trait d'union, droit, comme vous l'entendez, D-R-O-I-T. Il dit, je le cite, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison. Et après avoir dit, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison, il met 2 points. Regardez le groupe de verbes qu'il emploie: douter, soupçonner, réfuter, récuser, argumenter, démontrer, clarifier, établir. Voilà la tâche éternelle des philosophes. Fin de citation. Regardez le premier groupe de verbes. Qu'est-ce que philosophe il dit? Douter, soupçonner, réfuter, récuser. Tous ces verbes expriment quoi? Le rejet, la critique, la destruction. Mais après avoir dit douter, soupçonner, réfuter, récuser, il ajoute argumenter, démontrer, clarifier, établir. Voilà la tâche éternelle des philosophes. Mais vous l'avez compris, cette posture critique dans laquelle s'installe le philosophe permet de faire la ligne de démarcation entre le philosophe et celui-là qui ne philosophe pas, et que vos professeurs dans le jargon de terminale appellent simplement l'homme du sens commun. Vous l'avez compris, la différence c'est quoi? C'est que l'homme du sens commun, il reste prisonnier de quoi? Des représentations sociales. Ça veut dire que l'homme du sens commun est entièrement conformiste. Là où le philosophe, c'est un rebelle, c'est un contestataire de l'ordre établi. Donc quelle différence y a-t-il entre le philosophe et l'homme du sens commun? D'ailleurs, je n'ai pas besoin de trop bavarder, c'est réglé par le sujet du bac d'il y a quelques années. J'espère que le philosophe est celui qui dit en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser, mais dire en y pensant signifie quoi? Réfléchir de façon critique. Dire sans y penser signifie quoi? Se soumettre, se contenter des vérités déjà établies par la société. Donc qu'est-ce qui manque à l'homme du sens commun? Quand bien même il est doué de raison, qu'est-ce qui manque à l'homme du sens commun? Il lui manque l'usage critique de sa propre raison. Et quand je dis qu'à l'homme du sens commun, il manque l'usage critique de sa propre raison, mais ça veut dire quoi? Cet homme-là, il lui manque l'indépendance intellectuelle. Ça veut dire quoi? L'homme du sens commun, il n'a pas appris à penser par lui-même, il n'a pas appris à penser pour lui-même, mais simplement à se contenter des vérités déjà établies par la société. Moom ngeen di dégg mu naan leen li ñëpp wax mooy dëgg. Du ngeen dégg loolu très souvent. Mais quand quelqu'un dit li ñëpp wax mooy dëgg, vous savez très bien qu'il n'est plus sur le terrain de la philosophie. Pourquoi il n'est pas sur le terrain de la philosophie? Mais parce qu'il est sur le terrain de l'opinion. Li ñëpp wax mooy dëgg, celui qui le dit, reconnaissez qu'il s'est installé dans la paresse intellectuelle. C'est quelqu'un qui a refusé de chercher la vérité par lui-même et par le biais de sa propre raison pour se contenter des vérités établies par les autres en disant li ñëpp wax mooy dëgg. Or, vous le savez très bien, c'est absolument faux. Li ñëpp wax du dëgg forcément. Et c'est pourquoi le philosophe, il ne dira jamais li ñëpp wax mooy dëgg, mais au contraire, il aura quelle attitude? Soupçon, méfiance à l'égard de li ñëpp wax. Le philosophe, il dira bon moytu li ñëpp wax sax, mais c'est le commencement de l'erreur. Parce que boo ko laajee mu ne diwoo ma ko wax, diwoo ma ko wax, diwoo ma ko wax. Il y a un philosophe qui s'appelle Spinoza. Nee na c'est la connaissance par dégg naa ouï dire. Il dit c'est le degré zéro de la connaissance. Donc ça veut dire très clairement quoi? Que là où le philosophe revendique cette liberté intellectuelle par laquelle il critique, conteste, détruit, remet en question, l'homme du sens commun, il a fini d'adhérer de façon pleine et entière aux vérités établies par la société. Si je devais employer des métaphores animalières d'animaux, je pourrais dire qu'avant que nous philosophions, nous serions semblables à un chameau. Pourquoi j'utilise la métaphore du chameau? Parce que vous le savez, chameau gëlëm, on dit souvent qu'il a bon dos, à savoir que li nga ko teg lu mu dis mu gàccoo ko sans protester.
Donc ça veut dire quoi? Que de la même manière que le chameau supporte tout le poids qu'on lui met sur le dos sans rechigner, avant que nous philosophions, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons oui, shukran, eskei, yaram kalao à tout ce qui nous est dit sans faire intervenir un travail de réflexion critique. Mais si nous commençons à philosopher au contraire, j'ai envie de dire quoi? Nous cessons d'être chameaux. Et quand nous cessons d'être chameaux, j'ai envie de dire quoi? Nous rugissons avec simplement la force du lion. Et quand je dis que quand vient l'heure de philosopher, nous rugissons avec la force du lion, vous l'avez compris, cela veut dire quoi? Que l'heure de philosopher, c'est l'heure de la révolte intellectuelle par laquelle nous disons non, contestons et nous arrogeons le droit d'examiner de façon critique. Rappelez-vous le mot célèbre de Alain, de son vrai nom Émile Chartier, mais Alain. Il y a une formule qui est chantée par tous les élèves de terminale du Sénégal, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont prise, c'est quand Alain disait penser, penser c'est dire non. Mais lorsque Alain disait, j'ouvre les guillemets, penser c'est dire non, vous pouvez parfaitement remplacer penser par philosopher. Pourquoi il dit penser c'est dire non? Parce qu'il montre très clairement qu'il n'y a pas d'activité intellectuelle dans le oui de soumission et de djebelou. Alain dit une chose très intéressante, il dit regardez deux individus. L'un est en train de dire oui, l'autre est en train de dire non. Alain n'est celui qui est en train de dire oui, il te donne l'impression de dormir. Il fait un mouvement d'arrière en avant comme ça pour dire oui. Je dis souvent, vous faites que il est en train de ronfler à côté de vous, et pourtant il n'a rien entendu. Et Alain dit au contraire, regardez celui qui est en train de dire non. Est-ce qu'il vous donne l'impression de dormir? Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui dit non, est-ce qu'il donne l'impression de dormir? Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue énergiquement la tête. C'est une manière pour Alain de dire quoi? L'activité intellectuelle, elle n'est pas dans le oui de soumission, d'acceptation, mais elle est dans le non de réflexion, de critique, de contestation et de remise en question. Vous vous rappelez la belle formule de Nietzsche? Consistant à nous apprendre que si philosopher c'est penser, Nietzsche ajoute quoi? Philosopher c'est penser, je suis d'accord, mais Nietzsche dit c'est penser à coups de marteau. Et vous savez bien à quoi sert un marteau? Lorsque Nietzsche dit philosopher, ce n'est pas seulement penser, mais c'est penser à coups de marteau. Un marteau, il sert primitivement d'abord à détruire, quand bien même après avoir détruit, le philosophe entreprendra, mais de reconstruire. Dans tous les cas, mes amis, ce que nous venons de dire permet de montrer quoi? Que si la philosophie n'est pas un savoir, elle nous offre la possibilité de réfléchir de façon critique sur tout ce que nous savons, sur tout ce que nous croyons savoir. Et par cette réflexion critique, la philosophie, elle est en conflit, mais avec toutes les institutions établies, vous le savez. Elle est en conflit avec l'État, elle est en conflit avec la société, elle est en conflit avec la religion. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, penser du non, penser de la contestation, penser de la critique, penser de la remise en question. Pourquoi très souvent la philosophie est en conflit avec la société? Pourquoi est-elle souvent en conflit avec l'État? Rappelez-vous simplement Socrate. Chacun d'entre vous, je crois, sait très bien que Socrate n'est pas mort de mort naturelle. Chacun d'entre vous sait que Socrate est mort comment? Comment Socrate est-il mort, que quelqu'un me le dise? Est-il mort de mort naturelle? Bah, il a été empoisonné, condamné à boire un poison mortel qui s'appelle la ciguë. Mais justement, pourquoi Socrate a été condamné? Et par qui a-t-il été condamné? N'oubliez pas, vous avez l'apologie de Socrate à votre programme. Socrate a été condamné d'abord, mais par Anytos, Meletos et Lycon, mais fondamentalement par les dirigeants de la démocratie athénienne du 5e siècle. Pourquoi ils l'ont condamné à mort? Sous des prétextes fallacieux d'introduction de nouvelles divinités, de corruption de la jeunesse, de refus d'adorer les dieux de la cité. Pourquoi au fond l'ont-ils condamné à mort? Parce qu'ils se sont rendus compte que de plus en plus la jeunesse athénienne était rebelle et critiquait les manquements de l'État. Ils ont dit, mais écoutez, si la jeunesse athénienne de plus en plus conteste les manquements de l'État, c'est le résultat du travail de ce vieillard appelé Socrate.
Ils ont demandé à Socrate de choisir. Socrate, ou bien tu renonces à cette chose que tu appelles philosopher, on te laisse vivre tranquille, ou tu continues à philosopher et on te coupe la tête tranquillement. Mais vous connaissez la belle et éternelle réponse de Socrate, consistant à leur dire, je préfère mourir 1000 fois plutôt que de vivre une seule fois, mais sans philosopher. Et c'est Socrate qui le raconte. Lorsque Platon avalait les gouttes de ce poison mortel appelé la ciguë, mais Socrate avait le sourire aux lèvres. Je suis sûr que ni vous ni moi ne serions capables à l'article de la mort d'avoir le sourire aux lèvres. Et pourtant Platon nous dit, quand Socrate avalait les gouttes de ce poison appelé la ciguë, il avait le sourire aux lèvres. Les gens le regardaient bizarrement. Mais comment un homme qui sait qu'il va mourir dans quelques secondes, où est-ce qu'il peut trouver la force de sourire? Socrate les regardait en vous disant, je vous comprends très bien. Vous, quand la mort arrivera, aucun d'entre vous ne trouvera le moyen et la force de sourire. Pourquoi? Parce que moi, Socrate, je vous connais très bien. Derrière vos actes de dévotion, des wirdes et des prières et des nafilas interminables, mais vous avez peur de la mort. Et si vous avez peur de la mort, c'est qu'au fond de vous-même, vous êtes persuadé que la mort est la fin de toute chose. Alors que moi, Socrate, il y a longtemps que j'ai compris que la mort n'est pas la fin de toute chose, elle n'est que la séparation de l'âme et du corps. Socrate le dit, qu'est-ce que vous allez mettre dans ce tombeau-là? C'est mon corps que vous allez mettre dans ce tombeau, mais à peine vous l'aurez enfoui, que mon âme va s'en échapper pour retourner d'où elle vient. J'attends la mort avec sourire, parce que la mort, c'est l'instant par lequel, définitivement, mes l'âme se libère de la prison du corps. Et vous n'avez surtout rien compris, parce que vous cherchez à me tuer. Vous oubliez quoi? Vous avez tué un Socrate, mais 1000 Socrates vont germer de partout dans le monde, parce que j'ai semé les graines de la philosophie dans la conscience des jeunes Athéniens, et vous tuez un Socrate, mais c'est des milliers et des millions de Socrate qui vont simplement jaillir de partout. Et Socrate tranquillement d'avaler les gouttes de ce poison. Mais la mort de Socrate montre quoi? Les rapports de conflit entre la philosophie et l'autorité étatique, entre la philosophie et la société, parce que la société comme l'État exige de vous comme de moi la conformité, alors que le philosophe c'est un rebelle, un anticonformiste et un contestataire de l'ordre établi. Maintenant, le fait que la philosophie soit réflexion lui permettra de réfléchir pour nous en tenir à l'organisation de votre programme, de réfléchir à la science, de réfléchir au mythe, de réfléchir à la religion. Quatrième étape, rapport entre la philosophie et les autres formes de savoir. D'abord, quelle relation la philosophie entretient-elle avec la religion? À cette question, quelle relation la philosophie entretient-elle avec la religion? Nous répondrons dès le départ en montrant que philosophie et religion sont deux disciplines qu'on ne saurait confondre. Pourquoi? Parce que philosophie et religion reposent sur des principes directeurs différents. Vous le savez très bien, quel est le principe directeur de la religion? C'est la foi. Quel est le principe directeur de la philosophie? C'est simplement la raison. Et à partir de ce moment-là, la foi, elle va commander une adhésion émotionnelle, sentimentale à des dogmes, à des valeurs sacrées. Pourquoi? Parce qu'ayant une origine non pas humaine, mais parce qu'ayant une origine divine. Et donc là où la foi commande adoration, vénération, adhésion émotionnelle, sentimentale à des dogmes et à des vérités absolues, la raison au contraire, elle semble commander quoi? Une attitude gouvernée par le doute, par l'étonnement, par le questionnement, par la contestation et la remise en question. La vérité religieuse, vous le savez très bien, est une vérité qui est de l'ordre de la révélation. Et là où la vérité religieuse est de l'ordre de la révélation, parce que extérieure à l'homme, parce que transmise à nous par les prophètes, la vérité philosophique, elle n'est pas de l'ordre de la révélation, elle est de l'ordre de la conquête rationnelle. Rappelez-vous Marcien Towa, disant, je cite, en philosophe. Et lorsque le penseur camerounais Marcien Towa dit, je cite une dernière fois,
En philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Ça veut dire quoi? La pensée ou la raison constitue le seul critère de validité, la seule instance de légitimation. Mais pourquoi en religion la vérité nous est-elle révélée? La réponse, vous la connaissez. Parce que religieusement, on considère quoi? Que l'esprit humain est frappé de limitations, d'imperfections, qu'il y a des vérités qui seraient hors de portée de notre raison. Et que ces vérités qui seraient inaccessibles à la raison humaine, elle doit se contenter qu'elles lui soient révélées de façon surnaturelle. En philosophie, au contraire, la vérité, je l'ai dit, elle est interne à l'homme. Et la philosophie repose sur l'idée que la raison humaine, conduite avec méthode, est capable de découvrir toutes les vérités. Mais vous le savez très bien, les relations entre la philosophie et la religion, si elles sont d'abord envisagées en termes conflictuels, cela découle de ces principes directeurs dont j'ai parlé et qui fait que très souvent, l'opposition supposée entre la philosophie et la religion prend simplement la forme d'une opposition entre d'une part l'ordre de la foi et d'autre part l'ordre de la raison. Rappelez-vous le sujet du bac. J'aime bien les sujets du bac, c'est une manière de vous inviter à cliquer sur le site de l'office du bac et à vous exercer avec les sujets. Le sujet du bac disait: la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Point d'interrogation. Et lorsque le sujet du bac disait, je répète une dernière fois, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Samagaï, au mois de juin, quand vous avez un adverbe comme ça, toujours, nécessairement, comprenez que vous avez déjà fait la moitié du chemin. S'il y a nécessairement, toujours, on vous a déjà donné la moitié du chemin, c'est à vous de faire le reste. Quand on vous dit la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Vous coupez en deux. Vous dites, elle peut impliquer, mais elle n'implique pas nécessairement. Est-ce que vous hein? Bon, je reprends. Il y en a qui lèvent la main qui me disent qu'ils n'ont rien compris. J'ai dit, vous avez un adverbe comme nécessairement ou alors comme toujours. On vous a donné, vous avez déjà la moitié du chemin. Par exemple, vous l'avez. Je vais prendre en français. L'art est-il toujours l'expression de son temps? Première partie, l'art est parfois, dans le cas de l'art engagé, l'art est parfois l'expression de son temps. Parce qu'il arrive que l'artiste reproduise les problèmes, les contradictions propres à son époque, à son milieu. Mais dans la deuxième partie, même si l'art parfois peut exprimer son temps, cependant, l'art n'est pas toujours l'expression de son temps. Donc si on revient à ce sujet, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? La croyance religieuse, dans une certaine mesure, pourrait impliquer. Deuxième partie, même si elle peut, elle n'implique pas de façon nécessaire. Hein? Donc la première partie ici, quand vous avez ce sujet-là, qui prend la forme d'une interrogation directe, comme pour avoir ce que vous appelez la thèse, vous enlevez le point d'interrogation et vous transformez la question en une affirmation. Vous avez m'aider. Vous avez mois de juin, la première partie, calmez-vous. Bon, je laisse ça, restons avec ce sujet-là. La croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Vous avez dit des points d'interrogation, donc tu développes quoi? La croyance religieuse, mais il faut être intelligent. Bon, la croyance religieuse implique nécessairement une démission de la raison. Nécessairement.
Parce que bon, nécessairement, moi forcément. Là, la deuxième partie, ça devient contradictoire. Parce qu'il y a nécessairement. Donc, il faut avoir la subtilité de dire la croyance religieuse pourrait, semblerait impliquer une démission de la raison. Et vous l'argumentez en disant quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, que croire nous amène à une attitude de vénération, d'adoration, de soumission. Alors que qui dit raison dit doute, critique, questionnement. C'est la perspective par exemple de qui en philosophie? Blaise Pascal, l'auteur des pensées. C'est Pascal qui enseigne clairement que l'ordre de la raison doit être complètement distingué, mais de l'ordre simplement de la foi. Et donc Pascal nous dit, ou nous dirait dans ce sujet-là, oui, la croyance religieuse impliquerait une démission de la raison. Parce que Pascal dit très clairement, la raison humaine c'est l'infiniment petit, et Pascal dit Dieu c'est l'infiniment grand, et il dit comment voulez-vous que l'infiniment petit de la raison humaine puisse percer et découvrir le mystère de l'infiniment grand qu'est Dieu. Et donc Pascal dit, regardez deux individus, ils entendent tous les deux l'appel du miésin à la prière. L'un se lève, fait ses ablutions et va prier. Celui qui demeure assis, Pascal ne perdez pas votre temps à lui demander de se lever et d'aller prier. Comme vous, il a entendu l'appel. Sa propre raison est en train de lui dire, mais malgré tous les appels de sa raison, il ne se lève pas pour aller prier. Pourquoi? Pascal dit, parce que dans son cœur, il n'y a pas cette flamme et cette grâce qui brûle et que Dieu met dans le cœur de l'homme. Et quel que soit les appels du meilleur des miézins et de sa propre raison, il ne se lèvera pas pour aller prier, parce qu'encore une fois, Dieu, il est sensible au cœur et non pas à la raison. Et donc, dans la perspective de Pascal, à partir du moment où c'est le cœur qui sent Dieu et que la raison est incapable de prouver Dieu, une manière de dire, comme aiment dire vos professeurs, que Dieu, il s'éprouve, mais ne se prouve pas. Et lorsque Pascal enseigne que Dieu s'éprouve, mais ne se prouve pas, manam yeg la, mais xel mënu ko firnde, parce que xel lompoñ na lompoñ go xamné mënta yobbu kenn ci Yalla. Et donc, dans la perspective de Pascal, la croyance religieuse impliquerait une démission simplement de la raison. Mais dans une thèse adverse, en parenthèse mes amis, votre travail ou vos travaux sont souvent ruinés au bac par votre mauvaise compréhension. Là, mes collègues doivent insister sur ça, de la notion d'antithèse. Moi, je dis que les à l'examen. Parce que beaucoup d'entre vous pensent que anti-moi contre. Et que donc, l'antithèse, je dois dire le contraire, mais de ce que j'avais dit, c'est absurde. Écoutez-moi bien, l'antithèse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle conserve la thèse en la dépassant. Est-ce que vous entendez? Quand je dis que l'antithèse conserve la thèse en la dépassant, ça veut dire quoi? Que la bonne formule, c'est même si. Quand je dis même si, ça veut dire quoi? J'ai gardé ce que j'ai dit, j'y ai ajouté autre chose. Mais généralement, vous dites, la croyance religieuse implique une démission de la raison. Cependant, la croyance religieuse n'implique pas une démission de la raison. Si c'est moi qui corrige, je mets 1. Parce que implique et n'implique pas, moi, je ne peux pas comprendre. De manière terre à terre, en thèse, vous dites monsieur est beau. Antithèse, vous dites monsieur est laid. La même personne. Thèse, il est beau. Antithèse, il est laid. Si vous dites thèse, il est beau. Antithèse, vous dites quoi? Même s'il est beau, il aurait cependant pu être plus beau. Donc, quand vous avez fini de dire la croyance religieuse peut impliquer une démission de la raison, vous dites cependant, certains ont tenté de concilier l'ordre de la foi et l'ordre de la raison. Il y en a qui disent la croyance religieuse pourrait ne pas forcément impliquer une démission de la raison. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la foi ne doit pas aller sans la raison ne doit pas aller sans la foi. C'est la perspective de qui? Oui, de Saint Augustin, théologien chrétien du Moyen-Âge,
Lorsque un garçon vient de se convertir au catholicisme et lui dit: Saint-Père, maintenant que je suis devenu chrétien, est-ce que je dois renoncer à ma raison pour me contenter mais des saintes écritures de la Bible? Saint Augustin lui répond en disant, je cite: jeune garçon, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais au contraire de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. Fin de citation. Lorsque Saint Augustin dit, je cite une dernière fois, il ne s'agit pas de rejeter la raison au profit de la foi, mais de s'appuyer sur les lumières de cette raison pour éclairer la foi que tu as déjà en toi. C'était une manière de le dire quoi? Tu n'as pas à choisir entre ou bien la raison ou bien la foi, mais c'est leur conciliation qui te permettra de te gouverner sur le chemin de l'existence. Une façon de dire que la foi ne va pas sans la raison, de la même manière que la raison ne doit pas aller sans la foi. La raison sans la foi, elle peut être source d'égarement et de perdition. On est d'accord? Pourquoi la raison sans la foi peut être source d'égarement et de perdition pour nous? Mais parce que donc la raison, elle doit être encadrée et bornée par la foi pour qu'elle ne nous conduise pas à notre propre perte. Inversement, la foi sans la raison, elle devient une foi aveugle. Une foi aveugle engendre quoi? Le dogmatisme. Le dogmatisme engendre le fanatisme. Le fanatisme engendre le terrorisme. Le terrorisme engendre le crime gratuit. Vous le savez très bien. Une manière donc de dire quoi? Que foi et raison. Rappelez-vous la belle image du pape Jean-Paul II. J'ai oublié les termes exacts employés par le pape Jean-Paul II. Mais en tout cas, il comparait la foi et la raison, je ne sais pas si mes collègues s'en souviennent, aux deux ailes d'un oiseau. En montrant que, évidemment, lorsque l'oiseau a perdu ou une de ses ailes est cassée, ne peut plus s'envoler. Et donc en disant que la foi et la raison représentent les deux ailes de l'oiseau, ça veut dire quoi? Dès que l'oiseau perd une de ses ailes, il ne peut plus s'envoler. C'est une manière de dire que par la religion. Mais vous connaissez la différence. En religion, les réponses sont définitives, incontestables, alors qu'en philosophie, les réponses varient d'un auteur à un autre. Non seulement elles répondent à la même question du pourquoi, les questions d'ordre métaphysique, mais j'ai dit, elles permettent également de satisfaire les mêmes besoins, c'est-à-dire les besoins d'ordre spirituel. Mais si la philosophie n'est pas la religion, quelle relation peut-elle avoir avec la science? Je dirais également qu'on ne saurait confondre philosophie et science, parce que les deux disciplines appartiennent à des domaines bien distincts de l'activité intellectuelle des hommes. Donc la philosophie n'est pas la science, en même façon que la science n'est pas la philosophie. Mais pour aller vite et faciliter votre compréhension, on va dire que philosophie et science vont se distinguer à 3 niveaux. Elles vont se distinguer d'abord par leur objet d'étude. Ensuite, elles vont se distinguer par leur démarche ou méthode. Et enfin, elles vont se distinguer par leur finalité. Je répète, 3 niveaux de rupture entre la philosophie et la science. D'abord par leur objet d'étude, ensuite par leur méthode ou démarche, et enfin par leur finalité. Au niveau de l'objet d'étude, la science est là pour objet d'étude la nature extérieure dont elle cherche à découvrir les lois de production des phénomènes. Ça veut dire que la science étudie tout ce qui peut faire l'objet d'une perception sensorielle. Autrement dit, la science étudie ce qui peut être perçu par nos organes de sens. C'est pourquoi j'ai dit le milieu physique extérieur. Et je vous ai dit, quand la science investit le milieu physique extérieur, elle cherche, j'ai dit, à faire quoi? À découvrir les lois. Et la notion de loi montre quoi? Que la science repose sur un principe fondamental qu'on appelle le principe du déterminisme.
Vos professeurs y reviendront pendant le cours d'épistémologie. Le principe du déterminisme signifie que pour le savant, il n'y a pas de place pour le hasard dans la nature et que la production de tous les phénomènes observables est régie par un ensemble de lois. Et la tâche du savant, comme j'ai dit, est d'exhumer et de mettre à nu les lois de production de ces phénomènes. L'objet d'étude de la philosophie, je ne reviens pas. Parce que chaque science étudie une partie bien déterminée de la réalité. Donc la science, elle est parcellaire et fragmentaire. La philosophie, nous venons de dire tout à l'heure qu'elle est un discours total, qu'elle n'a pas d'objet d'étude propre. Au niveau de la démarche, retenons 5 aspects essentiels de la démarche scientifique. 5 aspects essentiels. Le premier critère, aujourd'hui très polémique, celui de l'objectivité, nous y reviendrons, celui de la neutralité axiologique, celui de l'universalité, celui de la rationalité et celui de ses résultats apodictiques. Je reprends. 5 aspects essentiels de la démarche scientifique. L'objectivité, la neutralité axiologique, ça veut dire morale, l'universalité, la rationalité et le caractère apodictique de ces résultats. L'objectivité, elle était considérée dans l'épistémologie classique comme le critère éminent de scientificité. Ça veut dire quoi en termes simples? Qu'une discipline ne pouvait être acceptée comme scientifique que si et seulement si elle satisfaisait à ce critère de l'objectivité. L'objectivité implique que la connaissance scientifique serait une connaissance indépendante de la personne du savant. C'est Emmanuel Kant qui va jusqu'à dire, je le cite, le savant n'est pas nécessaire à la science. Lorsque Emmanuel Kant disait le savant n'est pas nécessaire à la science, on a envie de lui dire, de lui demander plutôt, mais comment pourrait-il y avoir de science sans savant? Mais c'est une manière de montrer, en disant Emmanuel Kant, je répète, que le savant n'est pas nécessaire à la science. Ça veut dire quoi? Ce qui n'est pas nécessaire, c'est ce qui relève des préférences personnelles, ce qui relève des goûts, des intérêts, des convictions, des croyances individuelles du chercheur. Une manière pour Kant de dire quoi? Que le savant doit faire l'effort de réprimer, d'écarter tout ce qui relève de sa sensibilité, de ses sentiments, pour dire les choses telles qu'elles sont, indépendamment de la représentation subjective que le savant peut en faire. Rappelez-vous le sujet du bac. Y a-t-il une place pour la subjectivité dans la science? Bac L, bien sûr. Et lorsque le sujet est posé la question, y a-t-il une place pour la subjectivité dans la science? Il fallait bien sûr répondre dans un premier temps oui. Que le savant le veuille ou non, il est influencé par ce qui relève de ses croyances religieuses, de ses convictions politiques, morales, qu'il est influencé par ce qui relève de ses goûts et de ses intérêts. Et que donc, il y a forcément une bonne dose de subjectivité qui intervient dans le processus d'investigation scientifique. Mais dans la deuxième partie, vous allez dire, le savant justement, ce qui est attendu de lui, c'est qu'il fasse l'effort de réprimer cette dose de subjectivité pour arriver à une connaissance objective. La philosophie, on dira d'elle qu'elle est fortement imprégnée de subjectivité parce qu'elle est la production mais d'un génie ou d'une pensée individuelle. Mais quand bien même la philosophie, elle est imprégnée de subjectivité, le discours philosophique est un discours objectif. Pourquoi? Parce qu'il peut être examiné, contrôlé par le biais de toute raison humaine. Donc je répète,
la science, elle est imprégnée de subjectivité, même si ce qui est attendu du savant, c'est qu'il fasse un effort d'objectivité pour réprimer ce qu'il y a de personnel dans le processus de recherche scientifique. La philosophie, j'ai dit, elle est subjective au sens où elle est la manifestation d'une vision du monde propre à un individu. Mais la part d'objectivité de la philosophie, c'est qu'elle est un discours rationnel. Et en tant qu'elle est un discours rationnel, ce qu'il dit n'est pas seulement soumis aux caprices des sentiments de son auteur, mais ce qu'il dit peut être examiné et est contrôlable par le biais de la raison. En ce sens-là, quand bien même elle émane d'une subjectivité individuelle, le discours philosophique est un discours objectif. Le critère de l'universalité. Je n'insiste pas. Pourquoi la science est-elle universelle? Mais parce que vous le savez très bien, sa vérité fait toujours l'objet d'un accord de la part des esprits compétents. Sa vérité fait toujours l'objet d'un consensus de l'ensemble de la communauté scientifique. En termes terre à terre, si je disais j'ai découvert le vaccin contre le paludisme, ça ne suffira pas pour qu'on le mette sur le marché. Ma découverte va être soumise à l'appréciation et à l'accord de la communauté scientifique pour qu'elle puisse être validée. Donc, la vérité scientifique, à partir du moment où, au préalable, elle a fait l'objet d'un accord, d'un consensus, c'est une vérité qui s'impose partout et qui est valable pour tout le monde. Ça veut dire quoi donc? Que la vérité scientifique, elle n'est plus assujettie aux contingences géographiques. Quand la science dit l'eau bout à 100 degrés, vous n'allez pas vous gratter la tête pour dire oui, moi je pense que c'est une vérité qui devient universelle. La philosophie également, mes amis, elle est universelle, mais pour une raison totalement différente. Pourquoi la philosophie est universelle? Parce qu'elle s'intéresse à l'homme en tant qu'homme. Quand le philosophe parle de la mort, du destin, de la liberté, ce n'est pas valable pour le malgache, le sénégalais, le burundais, le français ou bien le japonais. Donc la philosophie, elle est universelle parce qu'elle ne s'intéresse pas à ce qui nous différencie. La philosophie ne s'intéresse pas à la langue, elle ne s'intéresse pas à l'ethnie, elle ne s'intéresse pas à la culture, elle ne s'intéresse pas à la religion ou au mode de vie. Donc retenez, la philosophie, elle a une vocation universelle parce qu'elle s'intéresse à l'homme en tant qu'homme et cherche à répondre aux questions que toute conscience humaine s'est posée, se pose et se posera éternellement. Nous avons dit rationalité, je n'insiste pas. Dans rationalité, nous avons, chers et brillants littéraires, ratio qui signifie en latin la raison. Donc la rationalité, c'est ce que philosophie et science ont en commun. Pourquoi? Parce que philosophie comme science ont un même principe d'engendrement. Et le principe d'engendrement commun à la science et à la philosophie, il n'est autre que la raison. Donc je répète, la rationalité, c'est le point de convergence entre philosophie et science, même s'il ne s'agit pas du même type de rationalité. Les résultats apodictiques, j'ai dit. Apodictique, ça signifie pouvant être prouvés. Retenez que c'est surtout valable dans les sciences de la nature. Parce que dans ces sciences, oui, le savant, il peut prouver. En confrontant sa théorie avec la réalité. Lorsque la théorie est confirmée par la réalité, elle devient une loi. Lorsque la théorie est contredite, le savant l'abandonne, élabore une autre jusqu'à trouver la bonne. Bref, dans les sciences de la nature, ce que le savant dit, il peut le confirmer par une confrontation entre sa théorie et la réalité. La philosophie, est-ce qu'elle prouve? Non. Parce qu'elle a affaire à des domaines dans lesquels il ne peut pas y avoir de preuves. Parce qu'elle a affaire à des questions d'ordre métaphysique. Quand il est question de l'amour, il ne peut pas y avoir de preuve matérielle de l'amour. Quand le philosophe dit Dieu existe, ou quand il dit Dieu n'existe pas, ne lui demandez pas de vous apporter une preuve matérielle de l'existence ou de l'inexistence de Dieu. Donc là où la science prouve
Parce qu'ayant affaire à des réalités matérielles, la philosophie est incapable de prouver parce qu'elle traite de domaines et de questions dans lesquels il ne peut pas y avoir de preuves. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens, à partir du moment où la science prouve, ils en tirent la conclusion. Oui, la philosophie n'est qu'un bavardage incertain. Là où la science, elle pose des vérités absolues, incontestables, définitives, j'aimerais vous dire que c'est absolument faux. Il n'y a pas de science exacte. La vérité scientifique n'est jamais absolue. La vérité scientifique n'est jamais définitive. L'histoire de la science, ce n'est pas l'histoire de vérités s'accumulant les unes sur les autres, c'est faux. La science avance, mais qu'est-ce qu'elle est obligée de faire souvent, mes amis? De revenir sur elle-même pour rectifier ses propres erreurs. Rappelez-vous Gaston Bachelard, disant, vous le chantez par cœur souvent d'ailleurs, qu'en science, nos vérités d'aujourd'hui sont peut-être nos erreurs de demain. Et lorsque Gaston Bachelard enseigne qu'en science, nos vérités d'aujourd'hui sont peut-être nos erreurs de demain, il ajoutait, la science elle-même est un ensemble d'erreurs rectifiées. Et il dit, la vérité scientifique, c'est une vérité en sursis. Vous connaissez l'expression, il a été condamné avec sursis. Ça veut dire qu'il est libre, mais il est libre de façon provisoire. Et donc, lorsque Gaston Bachelard dit la vérité scientifique est une vérité en sursis, ça veut dire quoi? C'est une vérité partielle, provisoire, parce que pouvant être contestée et remise en question par le progrès des connaissances. Mes amis, chacun d'entre vous, je crois, est capable de me donner un exemple d'une théorie scientifiquement acceptée aujourd'hui comme vraie. On avance quelque temps, on se rend compte que c'était une monumentale erreur. Donc ça veut dire quoi? Que la science avance, mais j'ai dit, elle revient souvent sur elle-même pour rectifier ses propres erreurs. Je suis sérieux, j'aime bien taquiner mes cousins Paul. Est-ce qu'ils ne continuent pas à enseigner à nos enfants à l'école primaire que le soleil se lève je ne sais où et que le soleil se couche je ne sais où également? Qu'il se lève, je crois, à l'est et qu'il se couche à l'ouest, c'est bien ça. Mais alors que c'est absolument faux. Le soleil ne se lève nulle part, il ne se couche nulle part. Mais pendant 17 siècles de Ptolémée à Galilée, à vous comme à moi peut-être, on a enseigné le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, avant de se rendre compte que le soleil ne se lève nulle part, ne se couche nulle part, mais c'est la terre qui change de position, mais par rapport au soleil. 17 siècles pour se rendre compte de cette monumentale erreur. Ça veut donc dire quoi, encore une fois? La vérité scientifique, elle est partielle, elle est provisoire, elle n'est jamais absolue, elle n'est jamais définitive. Karl Popper d'ailleurs, c'est lui qui disait dans un débat célèbre, les gens lorsqu'ils insistaient à dire la science elle est vraie, elle est exacte, elle est rigoureuse, il dit mais dites-moi qui fait de la science? On lui dit mais c'est l'homme qui fait de la science. Il dit alors qu'est-ce qui caractérise l'homme? Sa faillibilité, sa capacité à se tromper, son imperfection. Popper dit comment voulez-vous qu'un être faillible puisse inventer une science dans laquelle on ne se trompe pas? Il dit le jour où la vérité de la science sera une vérité absolue, la science ce sera l'affaire d'être l'affaire de l'homme, peut-être pour être l'affaire de Dieu. Mais tant que la science est l'affaire de l'homme, tant que l'homme sera imparfait, il communiquera cette imperfection à toutes ses œuvres, y compris donc à la science. L'autre aspect, c'est l'aspect de l'utilité. C'est une question qui revient très souvent. La philosophie ne devrait-elle pas mourir de sa belle mort, mais pour céder la place à l'efficacité des sciences et techniques? Ils sont nombreux à proclamer la mort de la philosophie, à qui on reproche son incapacité à satisfaire les besoins matériels, là où on valorise sciences et techniques pour leur efficacité. Mais c'est un débat que je n'aime pas beaucoup. Je rappelle très souvent la discussion que j'ai eue à l'université Gaston Berger avec cet étudiant-là en mathématiques. Vous savez, les élèves scientifiques très têtus. Il me dit, monsieur, mais quoi que tu puisses dire, mais toi-même tu sais que la philosophie, elle ne sert à rien, alors que la science, quand on est malade, quand on est ceci, etc., comme j'avais parlé pendant presque 3 heures, j'étais épuisé. Je le dis, Jérôme, dis-moi de ta bouche, de tes yeux, de tes oreilles, de tes bras, qu'est-ce qui est le plus utile? Je te dirai de la science et de la philosophie, qu'est-ce qui est le plus utile? Vous avez l'intelligence de comprendre que j'étais en train de le dire quoi? Autant tu as besoin de science et technique
pour répondre à certaines questions, satisfaire certains besoins, autant il y a des questions que l'homme se pose et auxquelles aucune science ne permet d'apporter des réponses. Nous sommes dans un monde où nous étouffons sous le poids de l'utilité. Ça veut dire quoi? Pour rien. Il y a toujours derrière tout ce qu'on fait une utilité d'ordre surtout matériel. Et donc je le dis, dans un monde où tout sert à quelque chose, excusez-moi, je le dis, dans un monde où même le baiser que vous déposez sur la joue du monsieur, de mademoiselle ou de madame, c'est calculé en fonction du poids de sa poche et de son compte bancaire. Ça veut dire que plus votre compte bancaire est fourni, plus on vous embrasse à vouloir vous étouffer, et plus votre compte bancaire est pauvre, on vous embrasse à la limite sur le front. Donc dans un monde où tout sert à quelque chose, le mérite de la philosophie est de ne servir à rien. Et c'est parce qu'elle ne sert à rien qu'elle est belle. Rappelez-vous comment il s'appelle? Théophile Gautier. Il n'y a de vraiment beau. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à et que tout ce qui est utile. Donc quand la philosophie est inutile, ça veut dire qu'elle est belle et elle est absolument belle. Maintenant, quel rapport? Si la philosophie n'est pas la science, malgré la rationalité commune, si la philosophie n'est pas la religion, quel rapport va-t-elle entretenir avec le mythe? J'aurais dit peut-être commencer par le mythe. Parce que vous le savez, le mythe est le premier mode de connaissance ou système d'intelligibilité élaboré par les hommes, vous le savez très bien. Du grec mythos, discours, récit, le mythe est à la fois pré-philosophique, pré-scientifique, pré-religieux, parce que j'ai dit, c'est le premier mode de connaissance qui a été élaboré par les hommes avant la philosophie, avant la science et même avant les religions révélées. Retenons 4 aspects essentiels du mythe qui vont le distinguer de la philosophie. Le premier aspect du mythe, en tant que discours ou récit, c'est qu'il est fabuleux, imaginaire. Deuxième aspect du mythe, en plus d'être fabuleux, imaginaire, il est populaire. Troisième aspect du mythe, il est dogmatique. Et enfin, quatrième aspect du mythe, il constitue par la nature de son explication un saut dans l'irrationnel. Fabuleux, imaginaire, populaire, dogmatique, irrationalité de sa démarche. En quoi le mythe est-il fabuleux, imaginaire? Vous le savez. Parce que le mythe ne relate pas des faits et des événements réels, vous le savez très bien. Le mythe, il s'inscrit en dehors de l'histoire. Il remonte à ce que Mircea Eliade appelle le temps primordial. Donc le mythe répond à la question de l'origine. Et vous faites la différence entre l'origine et le commencement. Quand le mythe dit l'origine du monde, il s'appelle cosmogonie. Quand il dit l'origine d'une partie, l'origine de la terre, de la lune, du ciel, des étoiles, cosmologie. Quand il dit par exemple l'origine de l'homme, anthropologie. Quand il dit par exemple l'origine de Dieu, théogonie. Dans tous les cas, le mythe répond à la question de l'origine de tout ce qui existe et de l'origine de l'ensemble des pratiques sociales. Quand nous disons qu'il est populaire, c'est au sens où le mythe est toujours produit par une entité humaine, clan, tribu, ethnie, dont il exprime la culture et manifeste la vision du monde. C'est vrai qu'il y a quelque chose que le mythe a en commun avec le conte. C'est leur aspect imaginaire. Le mythe comme le conte démarre de la même façon, il était une fois. Mais ni le mythe ni le conte ne vous diront où et quand. Mais un mythe n'est pas un conte. Parce que la finalité du conte est d'enseigner une sagesse et une leçon de morale, alors que la finalité du mythe, c'est de dire l'origine de telle ou de telle chose. L'aspect dogmatique, ça c'est la parenté entre le mythe et la religion. Pourquoi le mythe est dogmatique? Parce qu'une fois que sa vérité a été prononcée, elle acquiert une valeur sacrée
et s'impose comme une vérité intemporelle soustraite à l'examen critique de la raison. Ça veut dire quoi? Que si vous êtes membre de la communauté qui a élaboré les mythes, vous devez accepter ce que dit le mythe comme une vérité absolue. J'ai dit, c'est la parenté entre le mythe et la religion. Enfin, quand nous avons dit que le mythe est dogmatique, c'est au sens où, que le mythe est un saut dans l'irrationnel. C'est vrai qu'en tant que discours ou récit, le mythe est cohérent. Mais d'où vient l'aspect irrationnel du mythe? C'est parce que le mythe n'explique l'origine de toute chose que par l'invocation de Dieu, d'esprit et de force surnaturelle. Et en disant qu'à l'origine de toute chose, il y a l'action de Dieu, il y a l'action des forces surnaturelles, nous ne sommes plus dans le cadre d'une explication rationnelle et mathématique des choses, mais bien sûr nous sommes en pleine irrationalité. Et vous êtes capable vous-même de faire la différence avec la philosophie. Lorsque nous avons dit du mythe qu'il est fabuleux imaginaire, chacun d'entre vous sait que la philosophie, elle n'a rien d'imaginaire. Je me rappelle ce que disait un auteur camerounais qui s'appelle Ebenezer Nyomwel. Quand le débat s'est agité sur la question de savoir, la philosophie est trop abstraite, elle est déconnectée du réel. Que disait Ebenezer, je le cite: la philosophie s'intéresse aux hommes concrets, vivant dans des situations concrètes et confrontés à des problèmes concrets. Combien de fois le mot concret employé? 3 fois. Il dit, je cite, la philosophie s'intéresse aux hommes concrets, vivant dans des situations concrètes et confrontés à des problèmes concrets. C'est pour dire qu'elle n'a rien d'imaginaire. Quand nous avons dit du mythe qu'il est populaire, chacun d'entre vous, que la philosophie est d'abord la production d'une pensée individuelle. Quand nous avons dit du mythe qu'il est dogmatique, chacun d'entre vous sait que la philosophie elle est critique, elle est antidogmatique. Et enfin, quand nous avons dit du mythe qu'il est un saut dans l'irrationnel, nous avons dit et répété avec Roger Paul Droit que les philosophes sont d'abord des aventuriers de la raison. Au total, mes amis, on est obligé de reconnaître que la philosophie ne se confond avec aucun de ces modes de connaissance, qu'elle ne se confond pas avec le mythe, quand bien même philosophie et mythe naissent tous les deux du Thomasine, c'est-à-dire de l'étonnement. Mais en disant que philosophie et mythe ont en commun le fait de naître de l'étonnement, vos professeurs vous ont fait la différence entre le Thomas mythique et le Thomas philosophique. Ils vous ont tous dit que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le mythe, l'étonnement s'achève dans l'invocation du divin et du surnaturel. Alors que le Thomas, l'étonnement philosophique, il mobilise l'intelligence, exprime le travail de la pensée désireuse de comprendre de façon rationnelle. Nous avons dit que la philosophie se démarque de la religion, même si elles ont en commun la réponse à la même question du pourquoi et la satisfaction de l'aspiration humaine à la spiritualité. Avec la science, nous avons dit, la philosophie a en commun la rationalité, mais elle se démarque du fait qu'elle n'obéisse ni aux mêmes finalités, ni simplement aux mêmes orientations. Mais j'ai commencé par vous dire que je devais forcément dire, mais certains d'entre vous peut-être m'ont entendu dire que j'ai assez parlé, je crois, et qu'il y a longtemps, moi en tout cas, que j'ai renoncé à ma nationalité sénégalaise, parce que je m'amuse à dire très souvent que notre pays est le pays du bavardage, le pays dans lequel tout le monde croit savoir, le pays dans lequel tout le monde est expert en ceci ou en cela, et donc dans un pays où règne la tyrannie de la parole, moi j'ai dit, je préfère renoncer à ma nationalité sénégalaise pour devenir citoyen, écoutez-moi bien, d'une cité de la Grèce antique qui s'appelle Laconie. Vous connaissez la Laconie, vous avez entendu parler? Peut-être non. C'est une cité de la Grèce antique. Vous connaissez en français l'expression être laconique, moi être bref. C'est des gens qui étaient marqués par la brèveté de leurs paroles. Ces gens-là, ils se réveillaient le matin, allaient à l'école, allaient à l'université pour apprendre, écoutez-moi bien, mais pour apprendre des cours de silence. Des cours de silence. Et je me souviens de cet autre auteur, mais j'ai oublié. Vous demanderez à votre professeur de terminale, celui-là qui disait « Il n'y a rien de plus bavard qu'une lèvre au repos ». Et comme il n'y a rien de plus bavard qu'une lèvre au repos, je vais à mon tour vous laisser au silence bavard de mes lèvres définitivement désormais au repos. Je vous remercie.